Merci Pénélope et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a programmé ce webinaire d'une heure pour essayer disons, de pas trop déborder. On va faire dans un premier temps, on va vous faire une présentation. C'est Camille Liners qui va la faire. Il se présentera bien sûr. Juste pour vous dire qu'on est très content d'avoir beaucoup de monde aujourd'hui. C'est vraiment un format qu'on voudrait développer. Je reviendrai là-dessus sur le sujet à la fin de cet échange. En rien, on veut que ça soit dans un seul sens, parce que vous avez tous et toutes eu des expériences dans des domaines très spécifiques, cliniques. Et notre but, c'est de s'enrichir mutuellement sur justement cette expérience. On travaille sur le sujet des IgG, des hypersensibilités alimentaires. Alors, je vais arrêter de dire 20 ans parce que je pense que c'est 25 ans bientôt avec Camille Liners. On a été précurseurs sur le sujet. Finalement, on n'a pas fini d'apprendre année après année, finalement, le sujet. On l'a développé considérablement. Et aujourd'hui, le but, euh, malgré un auditoire qui voulait un peu bigarré, des personnes qui découvrent, parmi vous, des personnes qui ont une expérience, hein, j'en parlais avant, bah, c'est de parler des fondamentaux, c'est-à-dire sur quoi on appuie, disons, le sujet, sur quoi on s'appuie. Voilà, donc c'est un test, mais aussi c'est une méthode, ce dont on parle. Donc je suis Marcel Bonny, j'aurais dû commencer par là. Donc le test IMUPRO, c'est un test qui est fabriqué par notre maison mère qui est en Allemagne, qui s'appelle Air Biopharm. Et donc moi je suis le dirigeant de Air Biopharm en France. Et on a développé cette activité en plus des autres, hein, sur le domaine de la biologie. Euh, et ce domaine-là est très spécifique. Pourquoi? Parce que on est en contact avec des patients. Alors on dit clients, on dit patients, en tout cas avec des personnes. Et dans notre démarche, on a, si vous voulez, bon, plusieurs obligations. La première, c'est de fabriquer des bons tests. Et ça, on le fait pour plus de 3000 références. Mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là. C'est vraiment essayer, et avec vous, d'accompagner au maximum, d'expliquer au maximum et finalement optimiser la prise en charge. C'est-à-dire, vous allez avoir des personnes, vous en rencontrez tous les jours, qui sont vraiment bloquées, qui cherchent. On ne prétend pas tout régler, mais en tout cas, on peut certainement apporter des raisons, des solutions, et ça passe par un dialogue, ça passe du temps, et c'est ça qui fait notre différence. Enfin, on essaye de faire la différence sur ce suivi. Voilà, je passe tout de suite la parole à Dr Liners, que certains connaissent. C'est avec lui que j'ai commencé l'aventure, on va dire, non, avec lui qu'on a commencé à travailler sur le sujet, mais lui-même va se présenter. Il y a un petit historique, mais surtout, il va avec vous dérouler les slides, et ça donnera, j'en suis certain, lieu à un débat, des questions. Et ça ne s'arrêtera pas là, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on initie quelque chose, et ensuite, le but, c'est, après ces fondamentaux, c'est d'aller plus spécifiquement sur certaines thématiques. Camille l'expliquera à la fin. À toi, Camille. Voilà, merci Marcel pour l'introduction. Donc, attendez. Est-ce que vous voyez la slide maintenant? La première? Oui, je pense que ça va arriver. Je ne la vois pas encore. Je ne vais pas encore. Bon. Toujours pas? Ça a quand même marché à ton tour. Voilà, c'est bon. Si tu veux agrandir un petit peu. Voilà, ok. Bon, donc bonjour tout le monde. Bon, je m'appelle Camille Liners. Je suis le président donc, du groupe international scientifique de l'Advisory Board, donc d'IMUPRO. Donc, effectivement, donc, on a commencé en 2000 avec ce test. Et moi, je suis biologiste de formation, donc j'avais le plus grand labo privé au Luxembourg. Et en fait, c'était le premier test qu'on avait au labo où on apportait quelque chose de positif aux patients. Et c'est là où d'où toute la passion s'est développée, moi-même et aussi Marcel. Et donc, et après 23 ans maintenant, on est toujours là.
Donc, aujourd'hui, c'est ça, une présentation un petit peu sommaire, donc plutôt une introduction. Et sur la dernière slide, vous allez voir qu'on va vous proposer des webinaires plus en détail, qui vont plus en profondeur du sujet, parce qu'une demi-heure, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour éclaircir tous les détails. Donc, on sait bien que l'alimentation a une importance pour l'être humain, donc il faut se nourrir pour survivre, mais malheureusement, il y a des réactions adverses des aliments vis-à-vis de notre santé. Et on peut les diviser en principe en deux groupes, les non immunologiques et les réactions immunologiques. Dans les non immunologiques, bien sûr, on connaît les intoxications, donc souvent à cause de contamination de virus ou de bactéries, ou bien de détérioration de l'aliment même, par exemple, dans le cas du poisson, ou des toxines présentes dans l'aliment même. Puis on a la pseudo-allergie. En fait, la pseudo-allergie se caractérise par des symptômes qui sont plus ou moins identiques à l'allergie de type 1, donc liée aux IgE, donc les allergies classiques. Parce que le médiateur, en fin de compte, c'est le même, c'est l'histamine. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de réaction immunitaire, mais c'est tout simplement une intolérance à l'histamine due à un déficit d'une enzyme qu'on appelle diaminooxydase. Ceux qui prescrivent déjà Immupro savent que cette thèse-là est aussi disponible chez nous. Et puis, il y a les intolérances classiques. Donc là, on parle plutôt de mauvaise absorption, encore une fois liée à des déficiences enzymatiques, comme par exemple l'intolérance au lactose, au fructose. Dans les réactions immunologiques, on va avoir une classification de 4 types différents. L'allergie de type 1, c'est l'allergie classique qu'on connaît, ou en dose des IgE. Donc, c'est une allergie à réaction immédiate. Vous avez les allergies de type 2, c'est plutôt donc, une réaction avec des anticorps, notamment des IgE et des IgM. Mais là, on parle plutôt d'antigènes non solubles, comme des bactéries, des virus. Et donc, c'est une réaction cytotoxique. Enfin, les allergies de type 3, liées aux IgG, c'est dirigé contre les antigènes solubles, donc notamment les protéines alimentaires. Et vu qu'il y a un passage intestinal et tout ça, donc c'est une réaction retardée. Donc en général, il faut attendre entre 3 à 4 heures, voire jusqu'à 3 jours avant qu'il y ait une apparition de symptômes. Et puis, enfin, il y a l'allergie de type 4, donc c'est l'allergie d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire. Donc là, c'est les cellules T qui sont en jeu. Et là, c'est principalement pour des toutes petites molécules, par exemple, comme des agents chimiques, des petites molécules chimiques ou bien des métaux lourds, par exemple. Voilà une petite comparaison des deux types d'allergies dont on parle, donc, qui sont confondus malheureusement de temps en temps. Donc, c'est l'allergie classique liée aux IgE. D'un autre côté, il y a les allergies retardées donc, aux IgG. Les allergies liées aux IgE, ils ont une apparition immédiate de symptômes, donc après quelques secondes, voire minutes, jusqu'à maximum 30 minutes, les symptômes vont apparaître. Si les symptômes ne vont pas apparaître dans cette période de temps, il ne s'agit pas d'une allergie classique type IgE. Pour les allergies retardées aux IgG, l'apparition est retardée et donc ce sera relativement difficile d'identifier ou même de culpabiliser des aliments ou d'associer des aliments aux symptômes, parce que si vous avez des symptômes qui apparaissent après 2-3 jours, vous n'allez pas savoir les associer à un aliment que vous avez mangé il y a 2 jours. Le prick test, donc le test cutané, il est positif pour les IgE, mais il est toujours négatif pour les IgG, parce que tout simplement, c'est un autre mécanisme immunologique, et donc ça ne sert à rien d'essayer de confirmer une allergie IgG avec un prick test qui sera toujours négatif. Dans l'allergie classique, en général, il y a peu d'aliments qui sont concernés. Par contre, dans les IgG, il y a beaucoup d'aliments qui peuvent être concernés. Une grande différence aussi, c'est que dans l'allergie IgE, seulement des traces peuvent être suffisantes pour déclencher une réaction, souvent néfaste, même mortelle,
mais par contre, en IgG, c'est dose dépendante. Ce n'est pas dépendant de l'anticorps, de la concentration de l'anticorps, mais c'est dépendant de la concentration ou de la quantité d'aliments ingérés. Bon, en ce qui concerne les symptômes, c'est plutôt la peau, la muqueuse et la circulation qui est affectée dans les IgE, tandis que quasiment tous les tissus peuvent être affectés dans l'allergie retardée IgG. Dans l'allergie alimentaire IgE, on peut dire que c'est plus souvent les enfants qui sont touchés, bien sûr parfois aussi les adultes. Par contre, dans l'allergie retardée IgG, c'est les deux, parce que les enfants héritent les anticorps de leur mère, et donc si la mère est intolérante, l'enfant le sera aussi. En, en allergie classique IgE, les aliments en cause sont très souvent donc reconnus sans test parce que justement donc si vous mangez une pomme ou des fraises et que quelques minutes plus tard vous avez des éruptions, donc vous savez que c'est la pomme ou la fraise qui est en cause. Par contre, s'il faut attendre des heures, voire des jours, jusqu'à ce que les symptômes apparaissent, vous n'allez jamais faire le lien avec vos symptômes et l'aliment. Donc, il faut faire recours à un test biologique. La dernière grande différence, c'est que, sauf que si vous avez donc la possibilité de faire des détoxifications, des désensibilisations, l'allergie IgE reste permanente, tandis qu'en IgG, il y a une rémission qui sera possible si vous arrivez à vraiment éliminer l'aliment pour au moins 2 ans. Les anticorps vont disparaître après 6 mois jusqu'à 9 mois, mais il y aura des cellules mémoire qui vont rester, et ceux-là ont une durée de vie d'environ 2 ans. Donc, si vous ne les stimulez pas à nouveau, ils vont aussi disparaître, et donc vous allez plus avoir d'allergie retardée contre ces aliments-là. Donc, en résumé, une allergie alimentaire liée aux IgG est une réaction du système immunitaire à des protéines alimentaires inoffensives. En général, donc, le système immunitaire se révolte contre des bactéries, des virus qui peuvent proliférer dans notre corps, mais pour les aliments, bien sûr, ou pour les protéines alimentaires, ce n'est pas le cas, donc, en fin de compte, elles ne sont pas offensives. Mais donc, quand même, le système immunitaire produit des anticorps spécifiques contre ces aliments-là, et quand notre corps sera en contact à nouveau avec ces aliments-là, il y a une réaction immunitaire qui se forme et va créer donc un processus inflammatoire dans le corps dont les symptômes seront retardés. Donc les symptômes qu'on peut rencontrer sont divers. Donc bien sûr, il y a tout le système intestinal qui peut être affecté puisque c'est le premier organe touché. Donc, diarrhée, constipation, syndrome du côlon irritable, ballonnement, tout ça est possible. Des migraines récurrentes, des problèmes de peau, des problèmes de fertilité, d'endométriose, des fatigues chroniques, des maux de ventre, bien sûr. Bon, l'inflammation chronique, des otites, par exemple, une otite chronique, une rhinite chronique, une sinusite chronique, ou à répétition, souvent, donc, c'est lié à des aliments. Des douleurs articulaires, la peau, le psoriasis, le vitiligo et des urticaires sont des symptômes récurrents. Les problèmes de poids, donc prise de poids inexpliquée. Si quelqu'un vous dit, voilà, moi j'ai pris 5 kilos cette année-là, mais je n'ai pas mangé plus, j'ai fait mon sport et tout ça, très souvent, donc, c'est un problème d'une hypersensibilité alimentaire aux IgG. Donc, on va différencier un petit peu dans les symptômes. Donc, il y a des symptômes ou des maladies spécifiques et il y a des symptômes plus ou moins systémiques. Donc, dans les maladies spécifiques, on peut nommer l'Hashimoto, par exemple, donc, où on a de très, très bons résultats. Le côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, la migraine, les douleurs articulaires, les maladies auto-immunes. Donc, on a quasi sur toutes les maladies auto-immunes, on a des effets fantastiques sur l'amélioration des patients, la fibromyalgie et l'asthme.
Pour les symptômes systémiques, on peut nommer l'hypertension artérielle, le syndrome métabolique, l'obésité, carence en fer, diabète de type 2, dépression ou faiblesse générale. Donc, comment on développe une allergie alimentaire retardée? En général, si on a une barrière intestinale intacte, peu de protéines non digérées vont donc franchir la barrière intestinale, sauf que s'il y a donc des trous, donc s'il y a une hyperperméabilité intestinale, il y a la possibilité que des fractions non digérées de protéines peuvent franchir cette barrière. Et quand ils le font, donc, il y a le système immunitaire derrière qui va réagir et va produire donc des anticorps contre ces protéines. Quand ces protéines s'amènent une nouvelle fois, eh ben, les anticorps vont se coller dessus et ils vont attirer des neutrophiles, des granulocytes, pour détruire ce complexe humain qui a été formé. Si tout cela se passe en circulation sanguine, ben, il y a peu de chances que vous ressentez quelque chose, mais il peut s'installer donc une réaction inflammatoire chronique qui peut amener à des problèmes systémiques. Si par contre, c'est la dernière diapo ici, donc si le complexe humain est fixé dans un tissu, parce qu'il y a des molécules d'adhésion qui l'attirent, eh bien, le complexe humain sera détruit sur place et va endommager aussi l'environnement du tissu. Donc, si c'est répétitif, à long terme, le tissu sera endommagé et on va avoir des symptômes spécifiques liés à cet organe touché. Bon, j'ai dit, il faut qu'il y ait une perméabilité intestinale élevée. Donc, vous pourriez être amené à dire, voilà, mais bon, je ne vais pas faire le test, mais je vais tout simplement réparer la paroi intestinale et tout est réglé. Eh bien, ce n'est pas si simple. Je vais vous montrer une petite vidéo où on va voir donc comment l'aliment même va déclencher donc une hyperperméabilité intestinale, voire détruire les jonctions serrées et contribuer à un leaky gut. Donc, ce qu'on a fait ici, dans ce cas-là, c'est une étude américaine et allemande. On a fait une endoscopie cofocale, donc c'est-à-dire il y avait la caméra et en même temps il y avait un tube où on pouvait injecter des extraits alimentaires. Auparavant, on a injecté une substance fluorescente dans le sang, donc qui circulait dans le sang, et puis donc on a appliqué donc certains extraits alimentaires directement dans l'intestin. Et voilà, je vais essayer de montrer cette vidéo qui parle pour soi, donc il n'y a pas de son. Là, vous voyez donc un intestin tout à fait normal, donc c'est au début de l'étude. Donc, tout est bien noir, les cellules sont bien visibles, et puis donc on a injecté un aliment, un extrait alimentaire, et puis donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc, les 15 secondes sont environ 15 minutes. Donc, c'est dans 15 minutes, ce que vous allez voir se faisait. Voilà, c'est marrant. Donc là, vous voyez les cellules. Et déjà, donc, ça devient de plus en plus blanc, c'est-à-dire la substance fluorescente sort du système sanguin dans le lumen intestinal. Et on voit bien comment, dans très peu de temps, donc, les jonctions serrées vont s'élargir, vont laisser passer la substance fluorescente dans l'intestin. Donc, c'est vraiment comment dire, c'est l'induction de la perméabilité intestinale ou du leaky gut par l'aliment. Donc, si vous avez donc essayé seulement de rétablir la barrière intestinale par des micronutriments ou par des probiotiques, eh ben, vous n'allez pas pas avoir de succès sans avoir éliminé les aliments. C'est comme un maçon va construire un mur et la nuit, des idiots vont le détruire. Il va recommencer le lendemain et la nuit prochaine, encore une fois, on va la démolir. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas
une amélioration significative du problème, voire vous allez aggraver le problème. Le seul moyen, c'est effectivement d'identifier les aliments et d'enlever ces aliments de votre alimentation pour pouvoir rebâtir une perméabilité intestinale adéquate. Voilà. Et maintenant, slide. Bon. D'un autre côté, donc, on peut se demander pourquoi pas tout le monde va donc avoir les mêmes problèmes ou les mêmes symptômes quand ils ont des IgA alimentaires. Eh ben, c'est très, très spécifique et individuel. En fait, ça dépend de la diversité génétique, la prédisposition génétique. Par exemple, le gluten, pas tout le monde va développer une maladie cœliaque, mais sinon une prédisposition génétique d'en développer une, ils vont la développer. C'est les antécédents du patient, donc des traumatismes ou des infections antérieures qui peuvent sensibiliser un organe pour qu'il justement attrape ces complexes humains circulants, et puis donc ils vont être détruits sur place, ce qui va donc faire que certains aliments développent des symptômes spécifiques chez l'un, mais pas chez l'autre. De même pour la chirurgie, bien sûr, les habitudes nutritionnelles alimentaires sont importantes. Le microbiome, il ne faut pas l'oublier, et aussi d'autres intolérances alimentaires qui peuvent donc vous amener à développer d'autres en plus. Les tests d'Imupro qu'on vous propose, donc on a actuellement 6 tests au choix. L'Imupro Screen avec 22 aliments, l'Imupro Screen Plus avec 44 aliments, le base 90 aliments, de même que le végétarien. L'Imupro Base Plus avec 180 aliments et l'Imupro Complet 270 aliments. Les 3 premiers... Ah, voilà, ça c'est bon. Parfait. Un grand merci pour la réactivité. Bon, les 2 premiers ou les 3 premiers sont plutôt destinés à des fins diagnostiques, je dirais. Donc, le premier, le 22, c'est plutôt sommaire. Le 44, je le qualifierais aussi encore comme sommaire. L'Imuprobase, il est très intéressant parce qu'il regroupe tous les aliments donc, normalement ou fréquemment consommés, ainsi que les aliments qui vont être souvent positifs dans les patients. Donc, c'est une synthèse des deux. Par contre, l'Immuprobase Plus, il regroupe beaucoup plus d'alternatives et d'autres aliments. Et bien sûr, le complet, il regroupe environ 99% des aliments que vous êtes censé à consommer. L'avantage du Base Plus et du Limupro complet, c'est qu'il vous donne tout un éventail d'aliments au choix pour remplacer ceux qu'il faut éviter à cause des anticorps élevés. Ce qui peut être un peu plus difficile dans un Limupro-base. Le rapport se présente comme suit maintenant. Donc, depuis cette année, le profil a changé. Donc, on a applique maintenant des valeurs de référence spécifiques pour chaque aliment. Ceci est en accord avec les nouveaux critères IVDR qui auraient dû être appliqués à partir de l'année dernière, mais qui ont été repoussés. Mais nous avons décidé effectivement d'utiliser ces nouveaux critères diagnostiques plus stricts. Donc, vous allez voir que chaque aliment donc, va avoir un seuil différent selon donc, sa spécificité. Les aliments sont regroupés par groupe de famille. La première colonne, vous avez les microgrammes par millilitre IgG détectés. Puis le niveau, donc si tout est en vert, ça veut dire que c'est en dessous du seuil, donc c'est autorisé. Si c'est en jaune, comme par exemple ici de l'agneau, donc ça veut dire que c'est au-dessus du seuil, que c'est élevé, et rouge veut dire que c'est très élevé. Maintenant, il faut savoir que dans notre concept, même ceux qui sont élevés, il faut les enlever. Il faut les enlever de l'alimentation parce que, comme je l'avais dit déjà au départ, ce n'est pas nécessairement le taux d'IgG qui va avoir une influence sur la sévérité des symptômes. Je peux vous dire que moi-même, donc moi j'avais un gluten qui était justement au-dessus du seuil, mais quand j'en mange, mais je suis vraiment malade. Je suis vraiment malade quand j'en mange si j'en ai
avec même un taux juste au-dessus du seuil. Donc, c'est là où j'ai vraiment compris que ce n'est pas le taux d'IgG qui est important. S'il est positif, il est positif, mais c'est la quantité d'aliments qu'on consomme qui va donc influencer la sévérité des symptômes. Donc, le concept in vitro, il consiste en 3 phases. On a une phase d'élimination, c'est-à-dire on élimine tous les aliments qui sont testés positifs ou hautement positifs, et ceci de façon le plus stricte possible pendant 5 à 8 semaines. 5 à 8 semaines, pourquoi? Pour vous donner la possibilité de refaire un rendez-vous avec votre patient, pour que on sait que de toutes les études qu'on a faites, qu'après au moins 3 semaines, 90% des symptômes sont disparus. Il y en a qui prennent plus longtemps, mais on voit déjà une amélioration. Donc, si au bout de 3 semaines, les symptômes ne se sont pas améliorés, ça veut dire que soit ils ne sont pas en relation avec les aliments, ou bien que l'élimination n'a pas été faite correctement. Dans cette phase, donc, on estime aussi qu'il faut faire une rotation des aliments autorisés, c'est-à-dire ne pas manger un aliment chaque jour, mais seulement après 3-4 jours. Puis, on a la phase de provocation. Cette phase est dédiée à identifier les vrais déclencheurs. On sait que pas tous les aliments IgG positifs qui vont sortir sur le rapport vont effectivement être des déclencheurs. La raison, c'est que, bien sûr, on dose aussi des réactions croisées. Et si l'initiation de l'anticorps a été faite par un non-food, par exemple par un pollen, ben, ça se peut que, même que s'il y a le même antigène dans l'aliment que dans le pollen, que celui-là sera digéré et ne sera plus actif au niveau clinique. Mais puisque c'est un test d'in vitro et on a des aliments, disons, vierges, on en a aussi on a un mélange de cru et de cuit, mais pas digéré. Donc, et si la digestion va détériorer donc l'antigène, ça se peut que nous trouvons l'aliment toujours positif, mais cliniquement, il ne l'est plus. Donc, ce n'est pas un faux positif, mais c'est tout simplement dû au test d'in vitro, ce qui est le cas en fait, c'est la même chose que pour les allergies classiques, où parfois vous trouvez des IgE, mais il n'y a pas de réaction. Donc, pour identifier ces déclencheurs, on peut faire une réintroduction de l'aliment. On commence le premier jour, donc on mange une quantité assez suffisante d'un certain aliment, et puis on ne le consomme plus, et on observe pendant 3 jours. On regarde une prise de poids, donc on se pèse chaque jour. On va regarder si on a une augmentation de poids d'au moins 1 kg d'un jour à l'autre. Ceci parce qu'avec chaque réaction inflammatoire, vous allez avoir une rétention d'eau. Et celle-là, vous allez l'avoir sur la balance. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est la réapparition de symptômes. Donc, si dans ces 3 jours, il y a une réapparition de symptômes ou est une augmentation de poids, ça veut dire que c'est un aliment déclencheur. Celui-là, il faut bien sûr l'éviter pendant 1 an. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a ni d'augmentation de poids, ni de symptômes qui réapparaissent, alors c'est probablement un aliment non déclencheur, probablement lié à une réaction croisée cliniquement non significative. Et donc cet aliment-là peut être réintroduit après dans la phase de stabilisation en rotation. Et puis, il y a la phase bon, je veux dire que la phase de provocation, c'est facultatif. Ce n'est pas nécessaire de le faire toujours. Je sais qu'il y a des médecins qui disent non, on ne fait pas de provocation, on garde une éviction stricte pendant 1 an. Ça aussi, vous pouvez le faire. Mais si vous avez beaucoup d'aliments positifs, souvent, il y a des réactions non spécifiques qui sont détectées. Et donc, ça peut aider à, effectivement, donc, alléger après son alimentation. La phase de stabilisation après, donc c'est éviction des déclencheurs sur 1 an et en rotation donc tous les aliments autorisés. Donc le grand avantage de la provocation, c'est qu'on va identifier les aliments déclencheurs, on va pouvoir associer un symptôme à un aliment, ce qui peut être intéressant. On peut
on peut se concentrer donc sur les aliments déclencheurs, donc surtout donc l'éviction après, se concentrer sur ces aliments-là, ce qui va faciliter la phase de stabilisation en réduisant le nombre d'aliments à éviter. Et ça va augmenter la compliance du patient. Et la compliance, c'est la clé du succès. Donc, vous allez avoir plus de réussite avec ce processus. Bon, souvent, les gens sont un peu effrayés, ils sont choqués s'ils voient ce qu'ils doivent éliminer de leur rotation, de leur alimentation. Donc, pour ça, donc, on a développé une application qui s'appelle Menuformi, qui va vous accompagner donc, à planifier vos repas selon vos résultats, vos préférences et suivant une rotation sur 4 jours. Donc, vous allez recevoir sur le rapport un QR code qu'il faudra scanner. Donc, il faut télécharger l'application et puis scanner le QR code. Et le programme va donc vous proposer toute une sorte de menus sur 4 à 7 jours qui prennent en compte vos résultats et la rotation. Et même, vous pouvez avoir donc une liste d'achats pour les aliments à acheter. Comment intégrer MuPro avec succès dans votre pratique quotidienne? Eh ben, c'est pas si facile. D'abord, il faut voir pour quel patient ça pourrait être utile. Ben, honnêtement, je dirais pour tout le monde. Mais on peut se focuser sur des problèmes gastro-intestinaux, des gens qui ont des douleurs chroniques, des excès de poids, des maladies métaboliques, l'infertilité, surtout chez la femme, mais aussi chez l'homme. Migraine, asthme, eczéma, troubles hormonaux, maladies auto-immunes, diabète, douleurs chroniques, encore une fois, la médecine sportive, mais aussi la médecine préventive. Et surtout, s'il y a des gens qui viennent chez vous et qui disent, voilà, bon, c'est depuis toujours. Donc, ils ont mal à la tête depuis toujours, ils ont ceci depuis toujours, ils ont des diarrhées ou des trucs depuis toujours. Donc, ils s'habituent à certaines pathologies. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ce n'est pas pour les problèmes aigus. Donc, quelqu'un qui vient avec température de 40 degrés, avec une infection, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment des problèmes chroniques. Donc, voilà, donc c'est pour des patients qui ont des pathologies chroniques pour lesquelles aucune cause n'a pu être trouvée auparavant ou où il y avait des échecs de traitement antérieurs, donc qui ont été faits selon les lignes directrices. Donc souvent, surtout dans les maladies auto-immunes, des troubles hormonaux, on retrouve ça régulièrement, les migraines aussi, donc les médicaments pour les migraines ne sont pas très efficaces. Donc là, effectivement, c'est une indication pour faire ces tests. Mais ce qui est important, c'est que le patient doit comprendre ce qui va se passer. Parce que lui faire changer ses habitudes, ce n'est pas si simple. Donc, on sait bien que changer les habitudes, c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain. Donc, il faut bien lui expliquer et il faut qu'il soit en mesure aussi de se conformer à ces exigences. Après, donc, il faut choisir un panel approprié, donc en respectant les besoins du patient, mais aussi ses moyens financiers. Ça ne sert à rien de l'obliger de faire un IMUPRO complet s'il ne peut pas le payer, parce qu'il ne va pas le faire. Donc, mieux vaut prendre un test moins coûteux, qui sera, il sera moins performant que le grand, mais on sait qu'avec les petits tests, on peut aussi avoir une réussite de plus de 80% chez les patients. Donc, mieux de faire un test moins grand que de ne pas faire de test du tout. Après, donc, avoir prescrit les tests, vous devez discuter les résultats. Quand vous recevez les résultats, c'est toujours bien de discuter les résultats avec le patient, l'encourager à commencer son éviction quand ils sont prêts, parce que bon, je connais des gens qui ont pris 2, 3, 4 semaines avant qu'ils ont commencé à le faire, parce que c'est un effort psychologique, effectivement, de se priver de ces aliments préférés. Encourager les patients à surveiller quotidiennement son poids corporel. Comme j'ai dit, quand vous mangez quelque chose que vous ne tolérez pas, vous allez avoir une augmentation du poids pendant la nuit. Et donc, ce sera aussi intéressant pour vous après, si le patient dit oui, mais ça ne va pas très bien et tout ça, ben, si vous voyez des oscillations de poids, vous savez déjà qu'il n'a pas bien respecté les recommandations.
Si nécessaire, nous consulter. Donc, Marcel l'avait dit, on est toujours à votre écoute pour vous aider, ou bien consulter un nutritionniste ou un autre professionnel qui peut donc prendre en charge le patient. Voir le patient après 5 à 6 semaines avant la phase de provocation pour encore une fois lui expliquer la phase de provocation et puis revoir le patient après la phase de provocation pour déterminer donc la phase de stabilisation. Évaluer bien sûr la perméabilité intestinale, traiter en parallèle, on peut traiter en parallèle l'intestin perméable et donc le candidat s'il est présent. Donc le candidat il est pour l'instant que sur le grand test, mais on peut aussi le commander séparément. Renforcer l'immunité de la muqueuse, optimiser la digestion et la résorption des micronutriments. Parfois, c'est intéressant de faire une supplémentation en enzymes pancréatiques si la capacité digestive n'est plus adéquate. Optimiser bien sûr aussi l'apport de micronutriments. Voilà, donc pourquoi choisir ImuPro? Parce que vit une vie plus saine. Comment dire en anglais, it works, it's accurate, it's individual. Et ça, c'est important, c'est individuel, c'est personnalisé. Le résultat de la personne X ne sert rien à la personne Y. Donc, c'est vraiment très, très spécifique. Et un patient guéri est un patient satisfait. Comme je l'avais dit, donc c'était vraiment très sommaire. Donc, si ça vous intéresse plus, donc on va proposer des webinaires dans les prochains mois où on va donc discuter l'hypersensibilité alimentaire aux IgG avec les bases scientifiques, donc pour mieux vous expliquer pourquoi ça se passe, comment ça se passe, ce qui est impliqué. On va détailler le concept beaucoup plus en détail avec beaucoup plus de références et de tuyaux. Les réactions croisées, c'est quelque chose de très important. Comment les gérer? Les maladies auto-immunes, là vraiment, il y a une place pour ImuPro. On va vous s'expliquer comment les IgG vont induire ou vont être, ou plutôt maintenir une maladie auto-immune qui a été déclenchée. Le stress, la dépression, donc un sujet très très important. Les sportifs, donc on a des études qui montrent que justement un régime ImuPro donc apporte énormément aux sportifs au niveau performance, mais aussi prévention de injuries, de blessures. L'asthme, très intéressant aussi. Là aussi, je peux vous présenter une étude qu'on a fait en Allemagne. D'autres études cliniques ont été effectuées avec nos tests sur le côlon irritable en comparaison avec les FODMAP, par exemple, la maladie de Crohn et les migraines. Et on peut vous proposer des cas cliniques donc individuels sur toutes différentes indications possibles. J'espère que vous êtes encore là et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci. Merci bien Camille. En fait, tu as résumé, ça c'est juste une petite aparté, mais en général, quand je commence une conférence avec Camille, c'est disons 9 h ou 10 h, on y est encore à 18 h, quoi. Donc là, tu as fait en à peu près 45 minutes un concentré. C'est vrai que c'est obligé d'être concentré, mais c'est une base puisque vous aurez tous les slides. Camille, dans la discussion, il y a 2 questions que je vous mettrai un petit peu en avant, très spécifiques sur le lymphodème. Et la question de Dr Clavier, c'est fait-il partie des symptômes IgG? C'est la première question qui est arrivée Ensuite, il y a une question très spécifique que je te donnerai sur la maladie cœliaque, en lien avec l'auto-immunité. Oui. Bon, le lymphodème, c'est une rétention d'eau aussi. Hein, donc, très honnêtement, je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait pour cette indication. Ceci dit, c'est toujours intéressant de le faire et de faire ces expériences. Mais je ne peux pas vous donner maintenant, bon, et tout dépend, je pense aussi de la sévérité de la maladie. Donc, je ne peux pas vous dire oui ou je ne peux pas vous dire non. Donc, c'est un peu... j'ai pas assez de recul, ou disons, nous n'avons pas assez de recul sur cette maladie pour vous donner une réponse concrète. Ok.
Avant de parler de la maladie cœliaque, une remarque intéressante, c'est une question, les tests sont-ils faits sur aliments crus ou cuits? Moléculairement parlant, cru et cuit, ce n'est pas la même chose. Ma réponse, elle a été très rapide, c'était les deux. Mais est-ce que tu pourrais développer, au-delà de la carotte crue ou cuite, le cas de l'aloumi? Parce que c'est un cas récent qu'on a eu où, effectivement, ça pouvait amener des questions et peut-être tu peux en parler, s'il te plaît. Oui, donc bien sûr, donc tous les aliments qui sont consommés crus ou cuits vont être, donc il y a toujours un mélange des deux parce qu'effectivement, donc la transformation peut d'un côté détruire un épitope ou d'un autre côté aussi on en faire un, donc c'est-à-dire on développer un épitope antigénique. Donc dans ce cas-là, donc on fait les deux. Donc chaque aliment donc est testé cuit et cru. Et s'il est positif, bon, on peut pas dire que c'est le cru ou le cuit, mais ça veut dire que l'aliment est un aliment à problème. Maintenant, ça se peut que après vous remarquez que cuit, il sera bien toléré et cru non, ou l'inverse. Donc ça c'est après, donc dans la phase de provocation qu'on puisse déterminer cela. Pour halloumi, donc halloumi c'est un fromage et à base de bon, en Chypre, en Turquie, c'est plutôt à base de lait de chèvre, mais c'est comme nous, on peut aussi acheter ici, donc c'est un mélange de lait en fin de compte. Donc, ça se peut donc que vous êtes positif au lait de vache, mais vous êtes plus positif à l'alumi. Bon, la raison, c'est l'alumi, il est les produits après une cuisson de 90 minutes du lait. Donc là, il y a vraiment une détérioration énorme de la caséine et des épitopes de la caséine. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise ce fromage parce qu'il représente vraiment une très bonne alternative si on est positif au lait de vache. Par contre, il y a des gens qui sont aussi positifs à l'alumi. Dans ce cas-là, donc ça veut dire que effectivement, donc l'antigène qu'ils ont développé est dirigé contre un épitope thermostable. Donc, c'est-à-dire qui n'est pas détruit par la cuisson. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut aussi l'éviter. Encore d'autres questions? Cœliaque, excuse-moi, Camille, je vais la lire, mais j'aimerais que tu fasses le lien avec le congrès que nous avions, auquel nous avions participé avec le docteur Menat, sur tout le sujet, tu l'as évoqué, de l'auto-immunité. La question est, dans la maladie cœliaque, est-ce que la destruction des villosités repose sur le même mécanisme des complexes humains dans les tissus, et est-ce que c'est ce qui cause les destructions, leur destruction? Oui, bon, la maladie cœliaque, donc déjà, il faut y avoir une prédisposition génétique, donc une prédisposition HLA, DQ2, DQ8, donc qui prédestine que certains antigènes sont reconnus. En fait, c'est ça ce qui détermine que l'antigène du gluten est reconnu et qui est donc détruit au niveau de l'épithélium de l'intestin. Je dois avouer que la maladie cœliaque, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore tout à fait été clarifiée. Qui fait quoi et quel est le mécanisme. Donc, il y a les antitransglutaminases qui jouent un rôle. Donc, c'est pas tout à fait clair, à mon avis, encore aujourd'hui, ce qui fait vraiment faire la pathologie ou la destruction. Mais c'est certainement une réaction immunitaire et c'est certainement une destruction du tissu qui est en place, et ceci lié à la consommation du gluten. Parce que si on ne le consomme pas, la maladie cœliaque ne se développera pas. Donc, oui, je pense que, bon, puisque la maladie cœliaque est toujours diagnostiquée par des anticorps, donc ça veut dire que les anticorps sont impliqués. Et voilà, c'est ça. Okay. Non, ça rejoint ce que tu as présenté comme slide au niveau de l'adhésion et qui fait qu'effectivement les cellules, quelles qu'elles soient, vont être exposées et pour moi, c'est ce que j'ai compris, ça peut être le déclenchement d'une auto-immunité.
à tout niveau, hein, mais notamment au niveau des villosités. Voilà, donc je pense que c'est un sujet important, donc pas trop connu finalement, mais vu le problème que pose, les problèmes que pose l'auto-immunité, ça serait intéressant. Juste pour l'auto-immunité, donc l'auto-immunité en soi, à mon avis, n'existe pas vraiment. Il y a certaines maladies auto-immunes où on peut dire, voilà, c'est une réaction auto-immune, mais pour la plus grande partie, non, ce n'est pas une réaction auto-immune. C'est une destruction d'une cellule qui va donc libérer ces organelles intracellulaires contre lesquels le système immunitaire va réagir. Donc, on va trouver effectivement des anticorps qui sont dirigés contre des cellules ou des organelles ou des substances humaines, auto, c'est vrai, mais ce n'est pas ces anticorps qui vont mener à cette maladie. Donc, c'est autre chose. C'est la destruction de la cellule qui va donc libérer ces fractions intracellulaires qui vont être détectées en termes d'anticorps auto-immunes. Très bien. Bon, Hashimoto, pour moi, c'est un des meilleurs sujets. Si on regarde un Hashimoto, bon, votre endocrino, il va vous prescrire de la lévothyrox, il va regarder la TSH, et si la TSH est OK, tout est bien. Par contre, les gens souffrent, ils ont toujours des problèmes, ils ont toujours des fatigues, ils ont toujours des symptômes strictement liés à une hypothyroïdie. Et bien que les hormones sont bons, oui, mais c'est parce que ces symptômes-là ne sont pas directement liés à la thyroïde, mais à l'intolérance alimentaire. En plus, la thyroïde, quand vous regardez donc les bilans biologiques, bon, la TSH est normale, mais la TPO, donc qui est intracellulaire dans la thyroïde, les anticorps anti-TPO sont hautement élevés. Les anticorps anti-TG, encore une fois, une molécule intracellulaire, les anticorps sont hautement élevés. Mais ces anticorps-là ne peuvent pas endommager la cellule parce qu'il n'y a pas de récepteur sur la surface des cellules. Donc, il faut que la cellule soit détruite par une autre voie. Et une des voies, c'est justement donc l'adhésion des anticorps, des complexes humains circulants qui vont se coller sur la thyroïde et qui vont être détruites en permanence par les phagocytes. Et en même temps, et donc, comme je l'avais décrit, ils vont libérer, donc ils vont endommager la thyroïde elle-même et ils vont libérer des cellules, des organelles intracellulaires contre lesquels on va avoir les anticorps anti-humains. Dans les études qu'on a fait, quand on fait un test IMIPRO, on fait l'éviction alimentaire. Bon, au bout d'une semaine, les symptômes sont disparus. Et si on regarde après 6 mois, les anti-TPO qui étaient très élevés, ben, ils sont disparus, ils ne sont plus là. Donc, c'est-à-dire que la destruction active de la cellule a été arrêtée et le patient a quasiment été guéri. Bon, sauf que, bien sûr, il faut toujours prendre la lévothyrox parce que la thyroïde a été endommagée et ne peut pas produire assez d'hormones pour avoir un équilibre homéostatique. Merci Camille. Alors, j'essaye de rebondir sur plusieurs questions, mais effectivement, il y a eu un commentaire sur l'état des dégâts, entre guillemets, jusqu'où ça peut aller finalement, une hypersensibilité chronique installée. Ma réponse a été courte, de dire oui, mais c'est vrai qu'on peut-être lors du webinaire sur les cas cliniques, on présentera par exemple des migraines invalidantes, où il n'est plus question, on ne peut plus aller travailler, des problèmes articulaires graves. On a un contact avec l'un d'entre vous sur les symptomatologies post-Covid. Donc, je ne sais pas si la personne veut s'exprimer, mais on a prévu un séminaire aussi sur la question de la fatigue chronique qui s'installe, la fragilité et peut-être des solutions intéressantes au niveau hospitalier qui seront présentées. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. En tout cas, vous pouvez avoir la parole. On ne veut pas être que dans un sens. Peut-être, voilà. Je fais juste une remarque parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur la zonuline. Est-ce que tous les aliments peuvent agir, en tout cas provoquer l'ouverture des jonctions serrées, je le pense, ou est-ce que c'est limité à la zonuline et finalement au gluten et à la caséine?
Camille. Non. Donc là, dans ce que je vous ai montré, il y avait le blé, il y avait le lait, mais il y avait aussi du soja, il y avait encore d'autres aliments qui étaient en cause. Donc, ce qui a été démontré, c'est qu'effectivement, la zonuline peut activement ouvrir les jonctions serrées, mais c'est certainement pas que le gluten donc, qui peut le faire. Non. D'accord. Une question rapide, je peux y répondre parce que c'est une question ce qui fait partie des frequently asked questions. En fait, on va vous transmettre une liste de questions assez récurrentes. Hein. Avec quelle qualité d'aliments les tests sont-ils faits? Frais, pas frais, bio ou pas bio? En fait, effectivement, bon, cuit et cru, ça c'est important. Je fais juste un parallèle avec Dr Mussy, dont il a été question dans la conversation. Il m'a demandé, pour pouvoir présenter les tests, finalement, comment ils se réalisaient, quoi. C'est quelque chose qu'on peut éventuellement vous fournir. Il s'agit d'une microplaque avec des micro-puits où on va pouvoir insérer jusqu'à 1 millilitre, vous voyez, du sang qui est finalement prélevé. Et il faut savoir qu'au fond de chaque puits, vous allez avoir une présentation sous forme lyophilisée d'aliments préparés. Et c'est là un des savoir-faire que l'on a. Il s'agit de bien présenter les aliments pour, dans le puits, finalement, in vitro, donc modéliser ce qui peut se passer dans le corps lorsqu'il y a une rencontre dans la circulation sanguine. Donc on va en fait présenter des antigènes qui seront des mélanges. Bio, pas bio, Camille va l'exprimer, mais ce n'est pas la question. Vous allez avoir une présentation antigénique. Euh, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir mesurer les anticorps par une technologie qui s'appelle l'ELISA. On vous enverra aussi plus tard un petit film qui présente tout ça. C'est important que vos patients, vos clients comprennent finalement que c'est pas si vous voulez, de la magie. Hein. C'est finalement assez basique. Un puits égale un aliment. Et au final, par rapport à une gamme standard, on peut mesurer les IgG. Je reviendrai sur cette question puisque Camille l'a très bien dit. Attention tout de même de ne pas passer à l'orange. C'est vrai pour les feux, hein, mais c'est aussi vrai pour les IgG. Vous pouvez avoir des quantités d'IgG relativement faibles qui peuvent aller jusqu'à la qualité de déclencheur. Attention à ça. Ça, c'est l'expérience de 20 ans aussi. On voit parfois des symptomatologies sur des taux d'IgG très bas. Voilà. Mais je reviens sur la perte du poids, Camille. Pardon, bio, pas bio, frais, pas frais. Je pense qu'on prend plutôt du bio, mais qu'est-ce que tu dis là-dessus sur la préparation des antigènes? Oui, bon, en fait, c'est des antigènes du marché, en fait, c'est donc de saison du marché, ou bien où ils sont disponibles. Bio ou pas bio, donc c'est pas vraiment, effectivement, pas vraiment la question, parce que le bio ou non bio n'a pas vraiment d'importance sur les protéines la protéine, c'est la génétique, donc et la génétique est la même d'un aliment si on utilise des fertilisants bio ou non bio. Donc là, il n'y a pas de différence. Donc c'est la qualité des antigènes, ça ne joue pas. Ça peut jouer sur des contaminants, bien sûr, mais les contaminants, de toute façon, ils sont enlevés dans la préparation du test, donc ça ne jouera pas non plus. La seule chose qu'on n'utilise pas, c'est des OGM. Donc, tous les aliments qu'on utilise ne sont pas génétiquement modifiés. Donc, sur les OGM, on ne va pas s'exprimer. De toute façon, on ne va pas recommander d'en prendre. Donc, mais le bio et non bio n'a pas vraiment d'influence sur la qualité de l'extrait ni de la présentation de la protéine. Ok. Alors, il y a beaucoup de questions. Peut-être on n'aura pas le temps de toutes les traiter si on veut vraiment être correct au niveau du timing, mais une question liée au microbiote. Mais d'abord, par rapport à la prise de poids. Je la lis et je te la dis. Prise de poids chez le jeune qui n'avait plus du tout d'appétit et 6 mois après, retrait des aliments responsables et réparation du leaky gut. Voilà, c'est la question. Et après, il y a quelques mots sur le mucus qui est en lien avec le microbiote et finalement le travail de nos chères bactéries.
attends, j'ai pas bien compris. Donc, est-ce que la prise de poids était après l'éviction Peut-être, monsieur Docteur Romache peut redire la question ou même s'exprimer. Hein, oui, j'ai pas tout à fait compris la question, mais effectivement, on peut avoir comment dire, un rééquilibrage du poids dans un sens ou dans un autre. Vous avez des personnes qui, vous le savez, enfin, qui cherchent à reprendre du poids. Je ne sais pas si c'est ce cas-là, mais allez-y si vous voulez vous exprimer. Vous m'entendez? Oui, pardon. Oui. Oui. Bien. Non, parce qu'en général, on dit que quand on fait une éviction et qu'elle n'est pas faite correctement, il y a une inflammation et donc il va être responsable de cette prise de poids. Mais dans un autre sens, quand une personne justement a plus du tout d'appétit et qui perd du poids, et avec une éviction de tous les aliments responsables et une réparation du leaky gut, il y a une prise de poids qui est logique, puisque du coup, la personne se remet à manger normalement et va mieux. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure qu'en fin de compte, une prise de poids, c'est signe d'inflammation, donc c'est que la personne n'a pas fait une éviction correcte. Donc là, pour le coup, c'est le contraire. Si, oui. Non, mais là, ce que vous décrivez, en fait, c'est. Au contraire, c'est un mieux. Oui. Non, mais dans ce cas-là, donc c'est un syndrome de malabsorption et qui était en place. Et là aussi, ça peut être causé par justement donc une intolérance alimentaire ou aux IgG. Là, donc c'est tout à fait clair. Donc c'est plutôt plus rare, mais on voit ça de temps en temps. Donc j'ai vu des personnes en sous-poids. Oui, effectivement, qui ne mangeaient pas, qui ne pouvaient pas manger, qui rejetaient tout. Et donc, on a fait le test, on a trouvé quand même pas mal d'aliments à éviter et d'autres à introduire. Et effectivement, donc, ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Dans ce cas-là, donc, les gens, même ceux-là, attendez, même ceux-là, ils perdent 1 à 2 kilos au début. Donc, la première semaine, ils perdent encore du poids. Et puis, c'est là où ils nous appellent en panique. Oui, mais écoutez, moi, je perds encore du poids. Je dis oui, non, c'est pas grave, c'est normal parce que vous allez rejeter encore de l'eau que vous avez retenue, cause de l'inflammation. Et après, vous allez reprendre du poids parce que vous allez mieux assimiler les aliments. Donc, c'est une bonne chose quand la personne reprend du poids. Enfin, ce n'est pas un signe d'inflammation, c'est que la prise en charge a été correcte. Voilà. Oui, non, mais moi, je parle de prise de poids si on continue sur une période étendue d'un côté. Donc là, c'est les aliments qui sont en cause. La même chose pour ceux qui sont en sous-poids. Hein. Donc là, c'est pareil. Le mécanisme, c'est l'inflammation. Mais là où j'ai dit que la prise de poids pour le monitoring, c'est quand quelqu'un fait donc une éviction, donc il perdra jusqu'à 2 kilos, même le plus maigre. Et puis, donc, il va reprendre lentement du poids. Mais encore une fois, là, il ne va pas prendre des kilos dans 2 semaines, mais il va prendre lentement. Mais s'il va avoir un pic d'1 kilo et d'1,5 kg, cette même personne, obèse ou non obèse, hein, ça veut dire qu'il a mangé quelque chose de non compatible. Non, c'est une personne menue et qui a repris du poids au bout de 5-6 mois. Oui, mais ça, c'est pas grave. Mais si d'aujourd'hui au lendemain, il a une augmentation de poids d'1 kilo ou d'1,5 kg, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qu'il a mangé quelque chose de non compatible. Okay. S'il prend 100 grammes, ce n'est pas un problème. S'il prend 200 grammes par jour, ce n'est pas un problème. Mais s'il prend plus d'1 kilo, là, ça pose un problème. OK, merci. Bien. Alors, juste une question qui est importante sur une maladie auto-immune, Régine Thomet, qui indique à la suite finalement d'une on ne recommande pas obligatoirement de refaire un test, mais visiblement un test a été refait et il reste un bruit de fond, c'est le terme utilisé, hein, avec de nombreux aliments négatifs, mais pas inférieurs au seuil, entre 4 et 7. Donc, ça, je pense que Camille, ce serait intéressant que tu expliques la cinétique, la durée de vie et finalement de tout le système immunitaire, qui n'est pas uniquement les anticorps, hein, et finalement, quelle est la cinétique qui va être suivie par chaque anticorps. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas uniformiser. Donc, le cas idéal, c'est que vous avez des anticorps contre un aliment XY, vous l'éliminez à 100%, et au bout de 6 semaines,
Donc, il y a une demi-vie de 23 jours. Donc, la demi-vie des anticorps est 23 jours. Donc, si après, ça veut dire après 23 jours, vous avez encore la moitié, après 23 jours encore une fois la moitié, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça s'élimine en cas idéal. Donc, après 6 mois, en général, c'est aussi ce qu'on regarde dans la maladie cœliaque. Donc, si les gens éliminent le gluten à 100%, en général, après ce temps-là, ils sont plus détectables. Bon, chez nous, on est un peu plus sensible, donc on va dire 9 mois. Ça, c'est le cas idéal. Par contre, si vous reconsommez dans le temps, donc dans ces 9 mois, à nouveau une fois par semaine, disons, cet aliment-là, eh bien, vous allez à chaque fois réamorcer les cellules mémoire ou les cellules lymphocytaires pour produire des anticorps. Donc, vous allez avoir d'un côté l'élimination des anciens anticorps, mais l'apparition de nouveaux anticorps, et ça se balance un petit peu. Donc, ça se peut qu'après 9 mois, donc, vous êtes toujours positif. Et puis l'autre cas, c'est les réactions croisées. Donc, si vous avez la malchance d'avoir une réaction croisée contre un non-food, par exemple, dont vous êtes exposé pratiquement chaque jour ou régulièrement, ça se peut que même en éliminant l'aliment, l'anticorps ne va pas disparaître. Donc, il y a par exemple des réactions croisées du gluten avec le rotavirus. Donc, si vous avez eu une infection de rotavirus, ça se peut que les anticorps détectés contre le gluten ne vont jamais partir. Ou que ça va prendre des années, parce que justement, donc, les anticorps antiviraux sont beaucoup plus stables et beaucoup plus résistants à la dégradation. Donc, on ne peut pas dire uniformément, voilà, ça va partir dans 6 mois. Dans 6 mois, si on retrouve, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, bon, ça se peut qu'effectivement, il y a des fautes qui ont été faites, et ça se peut qu'il y a toujours des réactions croisées qui se manifestent ou des fautes qui ont été faites. Donc, c'est pas noir et blanc. Donc, c'est clair. Et tant qu'on détecte des anticorps, et si c'était des anticorps, des aliments déclencheurs, l'effet va rester. D'accord. Est-ce que ça vous convient comme réponse, docteur Thomé? Excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes encore là. En fait, effectivement, ce bruit de fond, il peut exister. En fait, il faut suivre un petit peu la tendance, hein, et on fait malheureusement des écarts à son insu. On fait justement aujourd'hui un message sur Instagram où on montre le cas des œufs, hein, qui peut être très caché, hein, dans les préparations et autres. Donc voilà, on peut faire des écarts à son insu, on peut faire des écarts, mais c'est pas grave, je dirais. L'important, c'est effectivement de descendre ce taux d'IgG. Et puis après, c'est ce qu'on a fait avec, donc, toujours avoir en tête dans la méthode cette rotation, c'est-à-dire surtout pas rentrer dans la chronicité d'exposition. Important comme message à faire passer que, en fait, une des causes, hein, du développement, parce qu'on nous pose souvent la question pourquoi finalement on a ces hypersensibilités, c'est la monotonie de la consommation. Donc, c'est aussi ça notre message, d'essayer de manger le plus varié possible. Et c'est ce que permet de faire chacun des tests. C'est vrai que lorsqu'on fait un test complet, le fameux 270 aliments, on va avoir un champ plus large. Mais comme l'a dit Camille, avec les petits tests aussi, on peut diversifier. Et puis, en fait, tout revient tout de même à la personne avec qui vous travaillez, enfin la patiente, le patient. Pourquoi? Parce que c'est elle-même qui, au bout du compte, va faire des expériences. C'est possible, on peut faire des écarts. Par contre, on va, entre guillemets, je le dis souvent, payer l'écart et on va le ressentir sur les 2 ou 3 jours qui suivent. Alors, expression retardée, hein, c'est le nom de ses allergies. Et là, il faudra en tenir compte sur son mode d'alimentation. Donc voilà, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête parce que ça fait quand même on a décalé un petit peu. Camille, je ne sais pas si tu es d'accord. Si vous avez d'autres questions. C'est encore des questions, moi je peux encore les répondre, hein, il n'y a pas de souci, c'est OK. encore là. Moi aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas donner l'impression qu'on n'est pas respectueux du temps de chacun. Mais en tout cas,
pour ceux qui veulent rester, on peut continuer, il n'y a aucun souci, ceux et celles. Et on peut aussi recevoir d'autres questions. On va essayer d'alimenter tout ça dans la mesure où il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Comme je l'ai dit, on souhaiterait que ce ne soit pas que dans un sens. Franchement, vous avez dans beaucoup de domaines. Je voulais aussi parler du sommeil. On va vous envoyer un lien vers un podcast ou un webinaire qu'on a fait au tout début d'année avec l'un d'entre vous, Aurélie Montin, qui peut s'exprimer si elle le souhaite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu parce que on n'était pas dans, vous voyez, professeur-élève, loin de là, c'est pas notre but, hein. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, en fait, hein. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des thérapeutes avec qui on a travaillé. C'est vrai que Roger Mussy, ça a été l'un des premiers, mais il y en a plein d'autres, Dr Mena, Dr Kinner. On a commencé avec eux et ensuite, je dirais que petit à petit, on a bâti une connaissance. Et ma foi, elle ne s'arrête pas là, hein. On a parlé du mucus, enfin, on n'en a pas trop parlé, mais le lien, effectivement, avec le microbiote, on y travaille aussi. On aimerait vous en parler dans le futur. Euh, Camille, tu as dit quelque chose d'important à ce sujet. Tu as dit le première manifestation, finalement, le premier système touché, c'est le système digestif. Je suis d'accord, mais il y a aussi quelque chose, peut-être le préciser, c'est parce que c'est important, c'est tout ce qui est du domaine de la peau, c'est-à-dire de ce que l'on peut s'appliquer et qui peut avoir finalement un effet très rapide, hein. Par exemple, je sais pas, tu peux développer le domaine des cosmétiques à base de lait. C'est vrai que si on a une hypersensibilité au lait, et puis qu'on applique tous les jours, hein, une crème à base de lait, les effets seront similaires. C'est bien ça. Oui, oui, justement, et là, c'est plutôt l'amande. Donc, il y a beaucoup de lait d'amande, beaucoup d'extraits d'amande qui sont dans les cosmétiques ou d'autres, hein, donc, mais c'est un exemple. Oui, effectivement, donc, c'est tout ce qu'on mange, mais aussi tout ce qu'on respire et tout ce qu'on applique sur la peau qui peut avoir donc un problème, qui peut poser un problème important. Donc, on a eu une fois le cas d'une personne qui travaille, qui était très, très positif à la lavande, donc c'est plutôt rare, mais c'était une personne qui travaillait avec la lavande, donc professionnellement. Et effectivement, là, donc, c'est pas qu'elle a bouffé des tonnes, mais c'est le contact respiratoire ou par la peau qui a amené qu'elle faisait des anticorps contre la lavande. Et puis il y a le cas Donc, des boulangers, malheureusement, qui oui. par voie respiratoire, vont développer un problème chronique, hein, par rapport au Bon, on a gluten. aussi, ce qu'on a aussi dans nos tests, c'est l'Aspergillus niger. Bon, c'est l'Aspergillus niger est une moisissure qu'on ne consomme pas volontairement, bien sûr, mais bon, ça peut contaminer des aliments, donc d'un côté, mais c'est aussi quelque chose qui peut se trouver dans votre environnement, donc dans votre domicile. Et on a eu une fois une patiente, c'était une dentiste du sud de la France, qui avait des taux d'anticorps anti-aspergillus non mesurables, donc extrêmement hautes. Et donc, j'ai regardé sur Google où elle habite. Elle habitait près d'une rivière. Elle avait une ancienne maison de pierre qui a été inondée. Et depuis quelques années, donc, bon, elle était extrêmement malade. C'est dû à ça. Donc, et ça, c'est des cas graves parce que cette moisissure, elle est dans le mur, elle est dans la maison. Donc, une maison telle est très difficile à restaurer, donc, ou à éliminer cette moisissure. Donc, en fin de compte, elle a dû déménager. Ok. Donc, Non, ça, c'est pour des cas. retrouver sa santé. Oui, tout à fait. Alors, le germe de blé en application cutanée dans le domaine cosmétique, Camille, tu confirmes que Le l'effet germe de sera... blé, c'est pas le blé, hein. Donc là, c'est une bonne question. Le germe de blé n'est pas la même chose que le blé. Donc, nous, on teste effectivement donc, le blé dans sa maturité. Par contre, le germe de blé, c'est quelque chose de différent. En général, ça devrait être mieux compatible, mais encore une fois, si on n'est pas sûr, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est de l'éviter au moins pendant 3 semaines, voir qu'on a éliminé ces problèmes, et puis donc faire un test de provocation avec. Donc, justement, pour être sûr que il n'y a pas d'influence. Là, Camille, tu fais référence à des questions que l'on a quelquefois sur certains aliments qui n'existent pas dans le test complet ou que l'on n'a pas fait tester parce qu'on a fait un test inférieur, on va dire.
avec moins Oui, ou d'aliments. dans des compléments alimentaires. Ou des Parfois, il y a compléments des choses dans des alimentaires. compléments Et je alimentaires. pense que c'est intéressant de le mentionner, c'est que par auto-test, finalement, on peut effectivement connaître le statut de le germe de blé, effectivement, je n'avais pas réalisé, c'est, dirais, antigéniquement parlant différent. On peut se tester, c'est-à-dire on peut l'éliminer et rentrer dans la phase de provocation et définir le statut. Et donc là, tout est possible. On ne peut pas répondre ça ne fait pas partie du test. C'était intéressant. Merci pour cette bonne question. En fait, juste, vous verrez, si vous relisez, vous revoyez le slide, on a parlé des seuils. Camille, peut-être tu peux redire en fait la logique derrière ces seuils, qui étaient effectivement il n'y a pas longtemps fixe, hein, à 7,5. Alors je fais juste une parenthèse, important de lire les valeurs exactes. Au niveau biologique, un 7,5 ou un 7,3 ou un 7,7, où on donne à peu près 5-10%, vous voyez, de zones où il faut être, disons, vigilant. Important de lire le chiffre, si vous voulez, parce que, je répète, 7,5 ou 7,3, c'est biologiquement parlant la même chose. Mais on a effectivement, dans les toutes nouvelles versions, vous l'avez peut-être vu, ces seuils spécifiques individuels. Peut-être, Camille, tu peux développer tout ce qu'il y a derrière cela, parce que c'est un développement intéressant qui tombe pas du ciel, hein, mais qui va dans le sens je dirais, d'une précision améliorée par aliment. Est-ce que c'est bien ça, Camille? Disons, oui, bon, je ne sais pas si c'est vraiment une amélioration, mais disons, c'est plus correct analytiquement parlé. Donc, la différence, c'est que vous avez des aliments qui ont, par exemple, un épitope. Un épitope veut dire une région qui peut être reconnue par un anticorps. Mais vous avez aussi d'autres, comme le lait de vache, par exemple, qui en a plusieurs. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une molécule de caséine, disons la caséine, où vous avez 5 ou 6 sites réactifs, bien sûr, s'il y a une réaction contre la caséine, ça se peut qu'effectivement, vous avez 6 anticorps différents qui se collent sur cette caséine. Donc, dans le test, on va révéler 6 fois donc, plus d'intensité que sur le sésame, par exemple, et qu'il n'y en a qu'un seul. Mais en fin de compte, cliniquement, c'est la même chose, parce que c'est une molécule caséine qui est englobée par ces anticorps, et donc il y aura la cellule phagocytaire qui va la détruire. C'est la même chose pour le sésame. Donc, bien qu'il n'y a qu'un seul anticorps, eh ben, il y a aussi la réaction inflammatoire sera la même. Donc, la réaction inflammatoire de la caséine ne sera pas amplifiée 6 fois, mais parce que tout simplement, stériquement, on ne peut pas mettre 6 granulocytes autour d'une molécule de caséine, donc ça ne marchera pas. Mais dans nos tests, on va révéler 6 fois plus d'anticorps pour une même molécule alimentaire que dans l'autre cas. Et pour cette raison-là, on a effectivement donc des seuils de positivité qui changent. Donc pour le sésame, elle est très basse, par exemple. Par contre, pour le lait de vache, bon, elle commence beaucoup plus haut. Parce que avec une molécule, le signal détecté est plus important que pour le sésame. Et pour ça, donc, dans le temps, on les a corrigés, on a fait des courbes de Gauss et on les a multipliés avec des facteurs pour avoir un seuil, pour simplifier la lecture. Mais bon, là, avec les nouvelles réglementations, donc, on n'a plus le droit de faire cette quantification des résultats, et donc, on a dû donc déterminer des seuils spécifiques, un par un, pour chaque aliment. Voilà, en fait, tu peux le dire, mais chaque seuil est défini sur une base quand même assez importante de sérum. Ah oui, hein, oui. Oui. On Moi, avait j'avais 50 000 patients, donc 50 on 000 avait 50 000 patients. échantillons qui sont entrés dans la statistique du calcul de ces seuils. Oui. D'accord. Bien. Ok, Camille. Je ne sais pas si on a avant peut-être d'autres questions, mais on avait parlé de la toute nouvelle application qui a été développée. Elle n'est pas très longue, on peut peut-être la projeter, ça peut créer des questions. En fait, vous allez avoir plusieurs questions.
en amont, de quoi il s'agit, comment on fait le test. Là, on va vous donner effectivement tous les éléments, comment on fait faire le test. Des questions sur des aliments spécifiques. C'est quoi l'Aspergillus niger? Enfin, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Des questions comme sur la loumie. Vous en aurez, mais petit à petit, vous allez faire le tour de toutes les questions. J'ai fait un écart, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, dans le sens où le système on doit surtout casser la chronicité. Enfin voilà, il y a toute une série de choses que vous allez petit à petit pratiquer, mais la question principale, je dirais, qui sera souvent sur la table, ça sera, mais docteur, qu'est-ce que je mange maintenant? Voilà, donc l'application répond à cette question. C'est vraiment, elle est unique, hein, dans le sens où elle associe à la fois, si vous voulez, la proposition de recettes et aussi d'aliments sous la forme de liste de courses en lien avec son profil, mais aussi, et ça c'est très important, la rotation sur 4 jours. Donc vous allez pouvoir proposer l'application. Elle fait partie du test IMUPRO à partir de 90. En dessous, c'est un petit peu plus délicat parce que Camille pourra expliquer, mais c'est plus compliqué de faire des rotations et d'avoir des recettes. Mais en tout cas, la personne, si ça l'intéresse, peut avoir des recettes sur mesure par rapport à son profil sur 4 jours ou plus en rotation, d'accord? Ou avoir une liste de courses. Je ne sais pas si quelqu'un peut lancer la vidéo qui, en quelques minutes, présente les choses. C'est possible, Camille, ou... Moi, je ne l'ai pas, donc c'est l'autre Camille. Hein. Camille ou Pénélope, ou c'est possible de lancer ou c'est compliqué? En tout cas, on vous l'enverra. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer tout d'abord pour savoir si ça marche, le son et tout. Oui. Ça a l'air Vous de voyez marcher. mon écran? Oui, oui, ça marche. Ok, vous me dites si ça, vous pouvez Oui, entendre. oui. On n'entend pas trop là. Vous On entend entendez même pas? du tout. Non. Ah ouais, je sais pas. On n'avait pas tenté. Bon, on va vous l'envoyer. Vous verrez, c'est téléchargeable, c'est gratuit. Euh, en fait, voilà, on n'avait pas prévu de la passer, mais c'est tout nouveau et on a un bon retour avec des questions, effectivement. Des recettes, elles sont au-delà de... Je crois qu'on a atteint 5000 recettes. Tout ça est en construction, c'est-à-dire on peut arriver assez facilement à plus de recettes, mais on a une très bonne base. C'est-à-dire je l'ai testé par exemple sur moi, j'ai au moins chaque jour une quinzaine de recettes possibles. Vous choisissez votre recette, vous mettez ça dans votre panier, et ensuite vous avez votre programmation pour la semaine, à la fois des recettes comme j'ai dit, mais aussi de votre liste de courses. Ça, c'est assez intéressant. Et tout ça en rotation. Hein. Vous ne mangerez pas le mardi ce que vous avez consommé le lundi. Et le mercredi, pareil, jusqu'au jeudi. Et le vendredi, ben, on repart sur un cycle de 4 jours, avec possibilité de faire des favoris, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut vous Il en intéresser. reste, pourquoi? Voilà, voilà. Je ne crois pas qu'on pourra, voilà, qu'on va pouvoir vous montrer la vidéo, mais on vous donnera le lien. Je ne sais pas, je propose, Camille, tout le monde, qu'on mette fin à la présentation. Ça vous va ou s'il y a une dernière question? En tout cas, je tenais à vous remercier et puis Camille, qui est, à chaque fois nous apporte des informations. Je peux vous dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau avec Camille et ça, c'est appréciable. En tout cas, c'est ce qu'on veut partager. Hein. Et très vite, on vous enverra les informations, mais aussi très vite, on vous tiendra informé sur la nouvelle session que l'on fera. On va essayer de faire une fois par mois. Ça sera enregistré, donc je pense que ça peut être intéressant de ainsi se constituer une petite bibliothèque comme on l'a dit, de différents sujets. Et je répète, si vous avez des idées ou des sujets que vous voudriez développer, par exemple la maladie cœliaque, on en a parlé, eh bien sachez que nous, on est preneurs hein, d'échanger et on échangera un peu les rôles pour certains d'entre vous qui sont, comme je l'ai dit, très avancés hein, sur certains sujets et qui utilisent au quotidien le test IMUPRO. Pourquoi? Parce que ça améliore. C'est un des éléments de leur boîte à outils, comme j'aime bien dire. Et ça, on aime partager ces expériences. En tout cas, je vous dis... Bon, je vois là que quelqu'un a dit l'appli ne semble pas être disponible en France selon Google Play. Bon, je peux expliquer, c'est parce qu'on est en train de faire une mise à jour
Et c'est pour cela qu'elle, pour aujourd'hui, elle n'est pas disponible sur Google Play. Donc, mais en général, elle l'est. Hein. Donc, en général, elle l'est, mais justement, on est en train de faire une. Donc, Camille, tu proposes de jeûner aujourd'hui, c'est ça? Oui, oui. Non, elle existe bien, hein, cette Money for Me. Et il y a eu une période d'essai, mais je pense que dès demain, elle sera à nouveau en ligne. Voilà, voilà. Je dis au revoir à vous toutes et à vous tous. Et merci pour votre participation. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.